Direction la ville irlandaise de Dundalk. Les commerçants de cette bourgade de 30 000 habitants paient au prix fort les effets du Brexit. La chute de la livre anglaise face à l'euro a poussé la population à effectuer un court voyage qui les sépare de l'Irlande du Nord. Les vendeurs d'alcool et les marchands de tabac en sont les principales victimes, comme vous allez le voir dans ce reportage. Regardez. On dirait des billets de Monopoly. Ces coupons spéciaux ne sont valables qu'à Dundalk, à la frontière irlandaise avec l'Irlande du Nord. L'objectif, favoriser le commerce local face à la concurrence frontalière qui bénéficie d'une livre sterling faible depuis le référendum sur le Brexit. Particulièrement depuis Noël, mais le reste de l'année aussi, nous avons beaucoup de transactions avec ces bons d'achat. Je crois que les entreprises veulent payer les primes à leurs employés avec, donc nous allons en bénéficier. L'initiative de la Chambre de commerce autorise les entreprises locales à donner à leurs employés jusqu'à 500 € de coupons exempts d'impôts. Plus de 200 magasins les acceptent. Mais avec une livre à 10% plus faible qu'avant le référendum du 23 juin, les meilleures affaires sont encore de l'autre côté de la frontière. Je choisis de faire mes achats ici dans la mesure du possible. Mais on constate que beaucoup de gens font leurs achats à Newry en Irlande du Nord. En ville, on voit bien qu'il y a moins de monde. Je fais mes achats de Noël chez Smith à Newry ou sur Amazon Royaume-Uni car la livre est plus avantageuse. Au final, les gens achètent ce qui est moins cher. Vous pouvez toujours dire que l'économie va être affectée, mais il faut d'abord penser à son portefeuille. Selon plusieurs études, plus d'une personne sur deux compte faire ses achats de Noël en Irlande du Nord. Et ces 6 derniers mois, le trafic routier frontalier aurait augmenté de près d'un tiers les samedis matins. Mais les autorités locales ne souhaitent pas pour autant fermer la frontière. Je me rappelle bien quand il y avait une frontière physique. Il y avait des postes de contrôle et des embouteillages monstres dans les deux sens. Il y a en ce moment 30 000 personnes qui traversent la frontière dans les deux sens pour aller travailler. Si quoi que ce soit arrivait, ça aurait un impact énorme ici. Le Royaume-Uni et l'Irlande affirment tous deux vouloir garder la frontière ouverte. Mais le processus de divorce avec l'Union européenne n'est toujours pas enclenché. Et les négociations pourraient encore se durcir. Et en revanche, cette chute de la livre britannique et la hausse de l'euro profitent aux producteurs de whisky écossais. Jonathan Serrero, bonjour. Julie Ebeau, bonjour. Tout de suite vous, Jonathan. Oui, le Brexit a fait beaucoup jaser et fait beaucoup jaser et critiquer, et beaucoup critiquer aussi. Mais il ne fait pas que des mécontents, Valérie. C'est le cas des producteurs de whisky écossais qui trinquent aujourd'hui, si je puis dire, en coulisses aux bienfaits des effets secondaires de cette sortie britannique de la zone euro. Et pour cause, le recul de la monnaie britannique, vous l'avez dit, qui a tout de même perdu environ 9% à l'euro et 15% face au dollar depuis juin 2016, a rendu les exportations moins chères et résultat, les ventes de whisky qui se font à 90% en dehors du Royaume-Uni ont bondi, eux, et lorsqu'on connaît la qualité des bouteilles produites sur les terres écossaises des Highlands, la demande a, elle, explosé, comme nous le confirme ce patron d'une distillerie de Glasgow. On l'écoute. Nous avons eu une augmentation de 200 à 300% des demandes pour les fûts, principalement à destination de l'étranger, et pour nous, il est clair que cette augmentation est liée au Brexit et à la chute de la livre. Nous avons eu des gens qui achètent des fûts pour la France, l'Allemagne, l'Australie ou encore les États-Unis. Les demandes viennent du monde entier. Pour cause, Valérie, le patron de cette distillerie a vendu près de 100 bouteilles, ces 100 premières bouteilles, 4 800 €. Il faut savoir aussi que sur les 6 premiers mois de l'année, les principaux marchés ont été les États-Unis, la France aussi et Singapour. Aujourd'hui, avec les exportations totales de whisky en Écosse, s'élèvent à 533 millions de bouteilles, ce qui représente un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros tout de même, soit l'un des chiffres d'affaires les plus élevés de la planète. Bon, alors on l'a compris, c'est donc un marché florissant, Jonathan Serrero, mais tout ça pourrait être mis en cause par l'hypothèse d'un second référendum, justement sur l'indépendance de l'Écosse. Oui, les indépendantistes écossais aimeraient retenter leur chance après le référendum avorté de juin dernier. D'après les sondages, les Écossais n'y seraient pas du tout favorables, mais la nouvelle proposition soumise par les indépendantistes a plongé le marché local dans une période quelque peu d'incertitude et de
doute, une incertitude renforcée par le flou entretenu aussi par l'Union européenne autour de l'avenir du Brexit. Et d'après les experts écossais, cette période d'incertitude devrait entraîner une baisse des ventes de whisky. On va écouter à ce propos un responsable de la communication d'une des plus grandes maisons de production de whisky écossais. On l'écoute. Nous travaillons sur le long terme et nous ne connaîtrons vraiment l'impact du Brexit qu'au moment où nous saurons quels sont les accords avec l'Union européenne et l'accès au marché commun, mais aussi comment nous allons pouvoir développer des accords plus vastes avec des pays comme l'Inde ou la Chine. Et en Syrie, l'une des victimes collatérales du conflit en cours depuis près de 6 ans, c'est l'arak. L'alcool le plus apprécié de la population se fait de plus en plus rare et on trouve de moins en moins d'amateurs. Son absence a fait exploser le marché des contrefaçons qui est beaucoup moins coûteuse. Regardez. Cousin du pastis, l'arak est une victime collatérale de la guerre en Syrie. Cette boisson traditionnelle répandue dans tout le pays est aujourd'hui concurrencée par des contrefaçons moins chères. Peu importe la quantité d'arak qu'on boit du début à la fin de la soirée, il ne nous rend pas saoul. Il permet de profiter encore plus. Par contre, le mauvais arak a beaucoup d'effets et ruine la soirée et l'ambiance. Dans l'usine Al-Mimas, l'une des 2 fabriques historiques de cette boisson à Nizé, la production s'est effondrée. Entré dans sa 5e année, le conflit a fait près de 220 000 morts et la moitié des Syriens ont dû fuir leur foyer. Et à 2 ou 3 euros la bouteille, peu ont encore les moyens de s'offrir les meilleures marques. Avant, nous produisions 7000 bouteilles par jour. Avec la guerre, la production a chuté à environ 1000-1500 bouteilles. Les bénéfices d'Al-Mimas ont chuté de moitié. En cause, les routes fermées, la chute du niveau de vie, sans compter les nombreux mouvements islamistes qui contrôlent de grandes parties du territoire syrien et qui y interdisent l'alcool. Et en plus des contrefaçons parfois frelatées, d'autres entreprises se sont engouffrées dans la brèche, notamment l'arak libanais voisin, moins cher. Mais certains restent fidèles aux marques classiques. J'achète uniquement à l'usine ou à son agent. Je ne fais confiance à personne d'autre. J'ai reçu beaucoup d'offres de faux arak qui me permettraient de doubler mes profits. Mais je n'en veux pas dans mon magasin, car je ne veux pas fâcher mes clients qui viennent depuis toujours, qui me font confiance et qui pourraient raconter que je vends du faux arak. La nouvelle concurrence est telle que le gouvernement a accepté de baisser les taxes sur l'alcool, mais pas sûr que cela suffise pour relancer le secteur, alors que, d'après l'ONU, 4 Syriens sur 5 vivent dans la pauvreté. Et en Irak, Julie Ebeau, une décision a été prise par le Parlement pour bannir les boissons alcoolisées. Alors évidemment, c'était une surprise et surtout, c'est une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Oui, Valérie, le Parlement irakien et les conservateurs islamiques qui sont majoritaires ont voté une loi qui vise à bannir la production, la consommation et l'importation d'alcool. Une annonce qui a suscité un mouvement de protestation dans la communauté chrétienne, car bien que la religion musulmane le proscrit, l'alcool n'était pas interdit en Irak. La consommation est d'ailleurs relativement répandue, notamment à Bagdad, où l'on trouve de nombreuses boutiques spécialisées. La population compte certes 96% de musulmans, mais les 4% restants qui sont chrétiens qualifient cette loi d'injuste et déclarent qu'elle viole le droit constitutionnel à la liberté des croyances des autres communautés. Une loi donc qui passe très mal auprès des minorités qui jugent cette mesure extrémiste et qui viserait principalement et directement les chrétiens. Beaucoup d'entre eux s'inquiètent pour leur commerce car c'est leur principal gagne-pain. C'est notamment le cas de ce gérant de magasin d'alcool. On écoute. Nous n'avons pas de travail maintenant. Des dizaines de magasins ont été obligés de fermer. Que vont faire les gérants? 20 familles vont perdre leur gagne-pain dans ce quartier. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Ils disent qu'on ne peut pas ouvrir nos magasins, mais de quoi vont vivre ces familles? Oui, et d'autres encore craignent que cette mesure ne fasse que augmenter également la consommation de drogue. C'est le cas de cet habitant de Bagdad. On écoute. Les gens se tourneront vers des drogues pires que l'alcool. Nous sommes une société responsable. Le problème n'est pas dans l'alcool. Cette décision qui a été prise par le Parlement a été prise pour déstabiliser le pays. Je pense que cette décision est un échec.
De leur côté, Valérie, les partisans de l'interdiction affirment que cette loi est justifiée par la constitution irakienne qui interdit selon eux toute mesure contraire aux préceptes de l'islam. La loi prévoit d'ailleurs une amende pouvant aller jusqu'à 25 millions de dinars irakiens, près de 20 000 € pour toute personne qui braverait l'interdiction. Alors justement, Julie, quelles sont les autres régions du monde qui font la guerre justement aux boissons alcoolisées? Eh bien, on peut citer l'exemple de la Turquie, dont le gouvernement islamiste modéré au pouvoir avait mis au point un projet de loi qui prévoit une restriction de la consommation d'alcool et une interdiction formelle de toute publicité sur les boissons alcoolisées. Une mesure prise officiellement pour protéger les enfants et plus largement la société contre les effets nocifs de l'alcool, mais qui creuse un peu plus le fossé entre le camp laïque et celui des religieux. Donc cette loi très controversée est vue par les opposants comme de l'autoritarisme ou encore comme une tentative d'islamiser la société turque. Et aujourd'hui, on peut compter 16 pays dans le monde qui seraient sous le régime d'une restriction de l'alcool, mais seule une poignée impose activement une interdiction totale, parmi lesquelles on peut citer l'Arabie Saoudite, la Libye et le Koweït. Merci Julie, merci Jonathan. Et en Russie, pourtant pays réputé pour son amour des boissons alcoolisées, on découle aussi des bouteilles de vodka en sous-main. La police russe a trouvé une usine miniature de vodka située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Moscou. Ce marché de contrebande de la fameuse eau-de-vie distillée est à l'origine du décès, figurez-vous, de près de 70 personnes en Sibérie. Toutes les explications, c'est tout de suite. Dans cette ferme abandonnée à 100 km de Moscou, une distillerie clandestine vient d'être démantelée. La prise, plus de 100 000 bouteilles d'un demi-litre de vodka de contrebande, fausse étiquette et faux timbre fiscal inclus. En un an, plus de 170 fabriques de ce genre ont été découvertes en Russie. Cette année, les chiffres sont exceptionnels. Plus de 32 millions de litres d'alcool frelaté ont été trouvés et saisis dans des hangars et des usines comme celle-ci. Sur le marché noir, ces bouteilles se vendent moins de 2 € contre 3 € minimum pour la vodka légale. Une production parallèle qui occuperait 50% du marché des alcools forts dans le pays. Un manque à gagner colossal pour l'État en termes de taxes. Pour lutter contre ce phénomène, un système de registre informatique du stock est maintenant imposé à l'ensemble des revendeurs d'alcool. Le caissier scanne ce timbre fiscal et le système reçoit les données de toute la chaîne de production de cette bouteille, depuis le producteur jusqu'au point de vente, en passant par l'importateur. Au-delà de l'aspect financier, les risques sanitaires inquiètent les autorités. En Sibérie, plus de 70 personnes sont mortes tout récemment après avoir bu une huile de bain contenant du méthanol. Autre substitut à l'alcool légal, les produits d'entretien, l'antigel pour voiture ou encore certaines liqueurs pharmaceutiques vendues à quelques centimes d'euros le flacon. Ce sont surtout les personnes en marge de la société, souffrant d'alcoolisme et qui ont peu d'argent, qui ont recours à l'alcool de pharmacie. En revanche, dans les régions peu peuplées, c'est surtout l'alcool artisanal qui est consommé. Quel que soit le produit consommé, l'empoisonnement par alcool a provoqué la mort de plus de 15 000 personnes en Russie l'an passé. De nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre ce fléau doivent être proposées avant mars prochain.